Bien, on est reparti. Donc, on avait vu la semaine dernière la chose suivante, qu'en fait, un nombre entier positif, c'est-à-dire non signé, qui n'a pas de signe, était représenté en fait par sa conversion en binaire, d'accord, sur le byte alloué, d'accord. Donc, les choses que j'avais dites mais que je n'avais pas écrites, c'est qu'on a un certain nombre de conséquences sur le sujet. Donc, conséquences, si on dispose de n bits pour représenter un nombre, pour représenter un entier non signé, alors, on ne peut représenter que combien d'entiers, déjà? Il y a combien de possibilités si vous avez que n bits? Non. Alors, combien de possibilités? Un bit, il y a combien de possibilités? 0,1, donc c'est combien de possibilités? 2. Donc s'il y en a n, ça fait c'est 2 puissance n. Donc on ne peut représenter que 2 puissance n entiers. Différents, d'accord? Et donc, en général, ces entiers sont compris entre, donc c'est quoi le plus petit? 0, effectivement, qui sera représenté effectivement par que des 0, que des 0, d'accord? Et le plus grand, c'est que des 1, et c'est quoi? 2 puissance n, le tout moins 1, qui est représenté essentiellement que par des 1. Donc ça, c'est votre premier théorème de cours. Vous êtes en base 2, le plus grand nombre que vous pouvez représenter en base B avec n chiffres, c'est b puissance n moins 1. Donc là, en l'occurrence, quand vous êtes en base 2, c'est b puissance n moins 1. Et le dernier truc qu'on a dit la semaine dernière et qu'il est important de faire, c'est que donc, je vais y arriver, c'est que donc le nombre suivant de 2 puissance n moins 1, c'est 0. D'accord? Le suivant de 2 puissance n moins 1 est 0. Alors ça, je peux vous l'illustrer. Hein. Imaginons qu'on se place par exemple sur, je vais faire un truc simple, je vais mettre sur 4 bits, d'accord? Et je demande à la machine de faire plus 1, d'accord? Ok, si je fais donc plus 1, qu'est-ce qui va se passer? 1 plus 1 égale, attention il y a un piège, 0, je retiens 1. 1 plus 1 égale 0, je retiens 1. 1 plus 1 égale 0, je retiens 1. 1 plus 1 égale 0. Et on est en dépassement mémoire, donc c'est terminé. Donc ça coupe. Ça coupe, vous n'avez pas. Vous n'avez pas le bout, d'accord? Donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle un dépassement mémoire, ou un dépassement de représentation, plus exactement. Alors, petite remarque, c'est des choses dont vous avez complètement l'habitude. Hein. Je vous rappelle que si vous avez un téléphone portable, vous savez tous et tous que 23 plus 1, ça fait 0. Avec l'heure, ça marche comme ça, et que 59 plus 1, ça fait 0. Voilà. C'est le même principe dans cette histoire-là. C'est que, voilà, c'est qu'à un moment donné, quand vous utilisez la base 60 ou la base 24, vous avez exactement le même genre de problème. On est d'accord? Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre, c'est que vous avez en fait un truc cyclique qui se passe dans cette histoire. On est au clair? Alors, les choses que vous devez connaître par cœur, c'est en fait les valeurs particulières pour un octet et pour sur 32 et 64 bits. Donc, pour un octet, enfin sur un octet plus exactement, sur un octet, on ne peut représenter que les entiers entre combien et combien? Oui, je t'écoute, pardon. Si par exemple on a n bits, Oui. 2 puissance n, ça fait 1, 1, 1, 1, 1. Non, ça c'est 2 puissance n moins 1. Ah, c'est ça. 2 puissance n, c'est 1 avec 0 n derrière. Donc ça fait n plus un chiffre. C'est la même chose qu'en base 10 en fait. 10 puissance 2, c'est 100, c'est 3 chiffres. C'est 1, 0, 0. C'est exactement la même chose.
effectivement, donc entre 0 et 2 puissance 8 moins 1, c'est-à-dire entre 0 et 255. Ce qui vous fait bien 256 valeurs différentes. D'accord? Donc ça, c'est ce qui se passe sur un octet. Voilà, le truc de base. Donc ça signifie que dès que vous voulez manipuler des nombres plus grands que 255, soit vous devez les représenter sur un espace mémoire plus grand qu'un octet, soit vous devez utiliser en fait une surcouche logicielle entre les deux pour convertir des bouts qui sont forcément limités entre 0 et 255 et des grands nombres. Alors, vous n'avez pas le choix. Alors, petite remarque, sur 32 bits, je vais vous montrer comment ça marche en fait. Eh bien en fait, combien on peut représenter de nombres? C'est plutôt le nombre maximal. Et c'est combien? Si vous avez suivi. C'est écrit là. Donc c'est 2 puissance 32 moins 1. Et là maintenant, on va regarder comment ça marche. Donc vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que 2 puissance 32 moins 1, c'est à peu près égal à 2 puissance? Enfin, le moins 1, après, on va pas mourir, là, d'accord? Ça, c'est à peu près 2 puissance 32, d'accord? Et ça, en fait, on va l'écrire de la façon suivante. Je vais dire que c'est 4 fois 2 puissance 30. Parce que jusque-là, tout va bien. D'accord? Et ça, je vais dire que c'est donc égal à 4 facteur de 2 puissance 10 à la puissance 3. C'est bon, vous me suivez? Et 2 puissance 10, je vais dire que ça, c'est à peu près égal à 10 puissance 3. Parce que 2 puissance 10, c'est 1024. Et qu'à 2% près, c'est 10 puissance 3. Et donc ça, c'est donc à peu près égal à 4 millions. 3 fois 3, 9, 4 millions. 4 milliards. D'accord. Donc en gros, sur 32 bits, vous pouvez atteindre que des nombres jusqu'à 4 milliards. Ce qui n'est pas un nombre extrêmement grand par ailleurs. C'est déjà beaucoup plus confortable que 255, on est d'accord. Mais le nombre le plus grand que vous pouvez atteindre sur 32 bits, c'est 4 milliards. D'accord. Alors, petite remarque quand même, ça a l'air très con comme ça, mais il s'avère que vous avez peut-être entendu parler du bug de l'année 2034 ou une connerie comme ça. Je sais pas, machin chose. D'accord. En fait, il s'avère que ce bug correspond exactement au moment où on aura, alors c'est pas 4 milliards, c'est 2 milliards parce qu'on a aussi les secondes négatives dans cette histoire, mais ça correspond exactement au moment où la représentation du temps sur 32 bits va revenir à 0. À partir de 1970. En fait, faites le calcul. Vous regardez, depuis, il y a 2 milliards de secondes écoulées depuis 1970 et ça vous donnera la date. Enfin, si vous faites ça vraiment avec le calcul exact, ça vous donnera le moment où, en fait, au lieu de faire plus 1, vous allez reboucler complètement au départ. D'accord? Quand on parle de nombre signé, on ne reviendra pas à 70, mais on reviendra exactement à la même distance avant 1970. Et donc, c'est une des raisons qui a motivé le fait que tous les systèmes, aujourd'hui, sont en 64 bits pour régler ce problème-là. D'accord? Le grand rush des années 2010 pour passer de 32 à 64 bits, il vient de là. D'accord? Et les machines qui calculent sur 32 bits avec un temps représenté de façon native peuvent avoir des problèmes. D'accord? C'est là que ça n'arrivera pas. C'est des trucs tellement prévisibles, tellement... Ben voilà. On a une même sur le bug de l'an 2000 qui était le même genre de problème en base 10. Voilà. Enfin, genre de problème. Et il s'est repassé. Littéralement. Mais je peux vous dire, c'est littéralement repassé. Voilà. Donc, l'idée c'est qu'après, on va faire tout simplement sur 64 bits. On a la même chose. On est à 2 puissance 64 moins 1. Et ça, en fait, c'est tout simplement à peu près égal. Alors, comment on fait? On passe de 2 puissance 32 à 2 puissance 64. Il suffit de mettre au carré. D'accord? Donc, en fait, je vais prendre tout simplement ça. Et je vais le coller au carré. Donc, en gros, en fait, c'est à peu près égal à 4 10 puissance 9 au carré, c'est-à-dire 16 10 puissance 18. On est d'accord? Et donc, 1,6 10 puissance 19. Alors ça commence à être beaucoup plus violent comme nombre. Ouais, on est d'accord? 4 milliards, c'est un truc que vous comprenez comme nombre, un peu de choses près, d'accord? 1,6 10 puissance 19, ça commence à être vachement plus grand, d'accord? Alors si vous parlez, alors bon, alors bien entendu quand même, pour information, c'est quand même encore plus petit que le nombre d'Avogadro. D'accord? Voilà. Juste
pour information aussi, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, sur 64 bits, vous ne pouvez pas représenter le nombre d'avogadants avec toutes ces décimales. Enfin, en tout cas, voilà, avec, enfin, pas ces décimales, juste la partie entière, d'accord? Alors, petite remarque quand même pour vous, que vous rendiez compte un peu. L'âge de l'univers en secondes à la louche. On peut le faire, hein, d'accord? On va s'entraîner à faire des calculs d'ordre de grandeur, comme ça c'est important. Donc en gros, par jour, vous avez à peu près combien de secondes? Ouais, donc à peu près 10 puissance 5, ok? Vous n'êtes pas emmerdé. Non, mais... Donc par jour, vous avez donc 10 puissance 5 secondes par jour, d'accord? Alors, par an, c'est pénible, parce que c'est 365, c'est un peu pénible. Par contre, en 3 ans, vous pouvez dire que vous avez à peu près 1000 jours. D'accord? Donc 3 ans, en fait, ça représente à peu près 1000 fois ça. Donc 3 ans, c'est à peu près 10 puissance 7 secondes. D'accord? L'âge de l'univers à la... Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? 1000, pardon. Je me suis mis ça dans la tête, 10 puissance 7. Merci beaucoup. Donc après, l'âge de l'univers, c'est à peu près 4,5 milliards d'années-lumière. Donc grosso modo, 1 milliard de fois ça. Encore 3 milliards d'années-lumière, plus la moitié, d'accord? Donc vous êtes à peu près à 10 puissance 17 secondes. Puis on rajoute la moitié, donc on s'en fout, allez, 10 puissance 18, allez, on n'est pas ça, on n'est pas à ça près. Donc en gros, vous voyez que quand vous représentez sur quelque chose sur 64 bits, vous avez plus de secondes, si vous convertissez ça en temps, le nombre maximum est supérieur au nombre de secondes qui se sont écoulées depuis le début de l'univers, d'accord? Ça commence à devenir un peu plus confort quand même, d'accord? Voilà. Donc en particulier, le bug de l'an machin, dû à ça, on va l'attendre un peu, d'accord? Donc vraiment, hein, et là, vous voyez que sur le papier, on ne résout pas le problème, c'est-à-dire que c'est toujours, c'est toujours une distance finie, ça. Mais en vrai, on résout vraiment le problème, d'accord? C'est-à-dire que factuellement, comme à ma connaissance, il n'existe pas une seule civilisation qui a duré plus de 2000 ans, si vous voulez. Le milliard d'années, on va se détendre un peu, d'accord? Donc voilà. Donc en gros, en fait, quand on est passé de 32 à 64 bits, on a bien sûr repoussé l'échéance, mais on repousse l'échéance d'un facteur qui n'est pas du tout un facteur genre, oui, on a gagné, on a gratté 10 ans, quoi. On a juste gratté un truc qui est juste monstrueux par rapport à ça, d'accord? Si l'humanité, et donc je vous rappelle par ailleurs que l'humanité n'a pas la capacité de survivre à ce genre de distance-là. Tout simplement parce que ce genre de distance-là, le Soleil se transformera en géant rouge et que la planète Terre sera rasée. D'accord? Voilà. Et comme l'humanité n'a a priori aucun moyen de s'extraire du système solaire, ben, ce sera terminé et puis game over. Voilà. Voilà. Oui, c'était le coup de dépression du jour. Voilà. C'était juste histoire ça. Mais vous inquiétez pas, l'humanité a elle-même trouvé les moyens de s'auto-exterminer avant que ça arrive. Voilà. Bah, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, Donc, en gros, ce qui m'intéresse dans ces calculs-là, c'est pas tellement les conclusions, c'est les différences d'ordre de grandeur, mais aussi, vous voyez, la façon dont j'ai fait les calculs. Je me ramène à 2 puissance 10, et je fais une bascule approximative à 10 puissance 3, ce qui me permet de manipuler les puissances de 10 et après de faire des trucs que je sais faire. On est d'accord là-dessus? Donc, on a fait les nombres non signés. Vous voyez que là, c'est plutôt facile. C'est simplement une conversion en binaire avec une contrainte de, on a droit à tant de chiffres, puis terminé. Alors maintenant, on va s'intéresser au nombre signé qui doit être le petit, je ne sais pas combien, mais vous savez, j'en suis sûr. Ou le grand. Petit 3, c'est ça. Le petit 2, c'était nombre signé. Non signé, d'accord. Donc, on va passer au petit 3. Représentation. C'est petit 3, c'est ça? Non, c'est un 3, mais qui est malade. C'est un 3 de pré-vacances. Représentation des entiers signés. Alors, ce truc-là pose un problème considérable parce qu'en fait, vous n'avez pas à votre disposition un troisième symbole. Vous n'avez droit qu'à des 0 et des 1. Or, vous savez qu'en mathématiques, si j'ai envie de représenter moins 4, par exemple, en fait, je rajoute un 11e symbole à ma base, qui est le symbole de l'opposé. D'accord? Qui est le moins devant. Sauf qu'ici, vous n'avez pas la possibilité d'avoir ça, donc vous n'avez que des 0 et des 1. D'accord? Et donc, on va regarder des représentations naïves, d'accord, dans cette histoire, et on va essayer de comprendre comment ça marche. Alors, le principe est le suivant. Donc, on veut, par exemple, on va faire ça avec des nombres simples. Par exemple, représenter, je sais pas, moi je vais vraiment me limiter à 4 bits pour que les calculs soient faciles à faire, juste pour que vous compreniez l'idée, d'accord? Représenter par exemple moins 2 sur 4 bits. On est d'accord là-dessus? Voilà. Alors, on va essayer d'élaborer la chose ensemble. Alors déjà, or,
2 sur 4 bits, ça serait représenté comment? Voilà, en fait, ça serait représenté comme ça. Alors, c'est pas 10, hein, c'est... Sur 4 bits, vous êtes obligé de mettre les zéros qui précèdent, d'accord? Donc 2 sur 4 bits, ce serait ça. On est d'accord? Voilà. Alors, en fait, la première idée, c'est de se dire, bah, pour le signe, on va faire exactement la même chose que ce qu'on fait avec des nombres réels, c'est-à-dire qu'en fait, le début du nombre, et ben, en fait, il va indiquer le signe. D'accord? Donc, l'idée, la chose suivante, c'est d'utiliser, en fait, ce truc-là pour indiquer le signe. Alors, ce truc-là, ça porte un nom dans un byte, d'accord? Celui-là, là. Je vais vous donner la définition. Donc, c'est le premier bit d'un byte, on est d'accord? Et ça s'appelle le bit de poids fort. C'est le premier. Le poids fort. Donc, le premier bit d'un byte s'appelle bit de poids fort. Voilà. Donc, c'est celui-là. Alors, est-ce que vous auriez une idée pour représenter moins 2 en utilisant ce truc-là? Une idée un peu naïve. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vous rappelle que vous avez droit qu'il y a 2 symboles quand même. Hein. On pourrait mettre un 1 par exemple. Donc une première idée, d'accord? On pourrait... Pardon? Bah, on va voir. Non mais, alors encore une fois, ceci est une représentation. C'est pas grave, c'est une convention ça. Donc ça signifie qu'en gros, on lie au système, attention c'est les nombres signés, donc s'il voit ici un 0, il dit c'est un nombre positif, s'il voit ici un 1, c'est que c'est un nombre négatif. Et après, il prend les 3 restants pour voir ce qui se passe. Donc on pourrait représenter moins 2 par la chose suivante. Donc 1 et 0, 1, 0. Vous voyez que ça, en fait, ça c'est moins. D'accord? Et puis ensuite, vous avez la valeur absolue derrière. D'accord? Donc en gros, on pourrait un peu séparer notre byte en deux. D'accord? Ça serait la valeur absolue. Ça serait ça. On est d'accord? Alors en fait, cette représentation qui a l'air satisfaisante comme ça, vous voyez qu'en fait, elle ne manque pas de pain. C'est pas très très compliqué. En fait, elle pose un énorme problème. Parce qu'on va faire la somme de ces deux nombres. De ces deux représentations. Oui, Elias? Si on va représenter moins 2 sur 4 bits, on a 1 au début. Ben non, justement. Enfin, oui, mais non. Si on va sur 2 bits. Oui, mais bah, non, mais déjà sur 2 bits, on oublie, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Sur 2 bits, tu peux faire grand-chose quand même. Hein, d'accord? Voilà. Alors, petite remarque. C'est quand même important, ça. Si vous utilisez le bit de poids fort pour représenter le signe, il vous reste combien de bits pour représenter la valeur absolue? Il vous en reste plus que 3, d'accord? Donc en gros, ça signifie qu'en valeur absolue, vous ne pouvez représenter les nombres que jusqu'à 2 puissance 3 moins 1. D'accord? Donc sur 4 bits, ça fait 7. Mais sur 2 bits, si tu veux, tu peux oublier avec moins 2, ça va peut-être passer. D'accord? Mais ça sera vraiment le maximum. D'accord? Maintenant, sur 2 bits, non, tu auras 1. Donc 2 puissance 1 moins 1. Tu pourras représenter 1 et moins 1. Et 0. Voilà. Alors déjà, donc en fait, cette façon de faire pose plein de problèmes. En fait, il y en a deux. Cette façon de faire pose deux problèmes. Alors cette façon de faire, elle porte un nom, ça s'appelle le complément A1. D'accord? C'est la méthode du complément A1. Elle pose deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a deux zéros. Vous avez 0, où il n'y a que des zéros. Et si vous faites 1 avec que des zéros derrière, bah ça vaudra moins 0. Donc on a deux zéros. On a deux représentations différentes pour 0. Parce qu'on a une représentation pour 0 et une représentation pour moins 0. Et ça, c'est un peu con parce que c'est un peu un gâchis de place quand même, pour le coup. D'accord? Donc, premier problème, on a deux zéros. Qui serait en fait 0, 0, 0, comme ça. Et 1, 0, 0, 0. Qui correspondrait en fait à moins 0. Oui. Valeur absolue. Valeur absolue. Donc ça c'est un peu con, c'est un gâchis de place, d'accord? Oui. Et du coup le deuxième problème c'est de savoir si le 1 il représente pas un nombre, enfin un chiffre. Alors ou un... ça déjà ça sera toujours le problème, parce que de toute façon c'est une représentation conventionnelle. Ouais. Donc ça c'est pas le problème. Le deuxième problème c'est la chose suivante. Et ça c'est vraiment en fait le vrai problème, parce qu'à la limite, bon si on gâche un peu le truc avec 0 et moins 0, bon on perd une valeur. Bon ok, sur 255 c'est un peu chiant, mais sur 4 milliards, on s'en fout un peu, d'accord? C'est pas méchant. Par contre il y a un autre problème. L'addition ne marche pas.
En effet, si je prends cette représentation-là et que je fais plus ça, d'accord? Bon, on va regarder ce que ça donne. Ok. Donc si je fais 1, 0, 1, 0, qui représente moins 2, et que je rajoute 0, 0, 1, 0, vous êtes d'accord? Ça? La somme des deux, ça va donner quoi? 0, d'accord? Bon, on va regarder. Alors, on y va. 0 plus 0, 0. Cool, on est content. 1 plus 1, 0, je retiens 1. 1 plus 0 plus 0, 1. 1 plus 0, 1. Et donc, en fait, avec cette représentation qui, certes, est la plus instinctive, en fait, l'addition simple, elle ne marche pas. Et donc, en gros, si vous adoptez cette représentation-là, c'est hyper chiant, parce que d'un point de vue machine, vous devez apprendre à la machine une nouvelle façon d'additionner les nombres. D'accord? Une nouvelle façon d'additionner les nombres pour les nombres qui seraient éventuellement signés. D'accord? Parce que ça ne fonctionne pas. Ça sera la représentation de quoi, cette histoire? Il y a un moins et un 1, donc ça serait moins. Et ensuite, ça serait 1, 0, 0, 0, c'est-à-dire 4. D'accord? Ça serait moins 4. Donc, et moins 2 plus 2 qui fait moins 4, ça ne fait pas partie des trucs qu'on a envie de sortir. D'accord? Voilà. Je t'écoute. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais après, on pourrait peut-être fonctionner avec 2 bytes, un qui gère le signe et l'autre qui gère le nombre. Alors, en fait, on va essayer de faire un truc plus simple, justement. Parce que, autant pour les flottants, de toute façon, c'est le merdier, donc on va faire des espèces de magouilles comme ça. Pour les entiers, ça fait vraiment chier de devoir refaire un truc là-dessus. Donc, en fait, on va essayer de trouver un système qui fonctionne, quel que soit enfin, grosso modo, pour lesquels l'addition est universelle et pour lesquels on va avoir qu'un seul zéro. D'accord? Donc cette méthode naïve, c'est pas la bonne. D'accord? Tout ceci pour vous raconter qu'il y a une raison pour laquelle on va faire le truc complètement perché dont je vais vous parler maintenant. Enfin, complètement perché. Un peu étrange, donc je vais vous parler maintenant. D'accord? Donc en fait, okay. Ceci pousse à trouver une meilleure représentation et donc, bien entendu, on l'a trouvée, qui est la suivante. Alors, on est parti. On fait l'ensemble de règles. Donc, sur n bits. Donc ça, c'est hyper important à préciser, parce que, en fait, on va essayer déjà de découper les choses, mais vous voyez que pour un nombre positif, ça pose juste un problème de découpage. Pour un nombre négatif, en fait, le n-bit va changer la représentation des nombres négatifs. On va regarder comment ça se passe. Donc déjà, sur n-bit, on va essayer de répartir équitablement les nombres de part et d'autre. Et surtout, on va faire en sorte que les nombres positifs aient la même représentation, qu'ils soient signés ou qu'ils soient non signés. D'accord? Donc, imaginons par exemple que vous soyez sur 8 bits. Vous savez que vous pouvez représenter que 256 valeurs. Mais si vous voulez mettre des entiers négatifs, et que vous voulez faire ça de façon symétrique, vous allez en fait vous battre entre grosso modo, entre moins 128 et plus 128. D'accord? Le problème, c'est que si je fais de moins 128 à plus 128, ça fait combien de valeurs, ça? Ça fait effectivement 257 valeurs. Parce que vous avez de 0 à 128 pour les positifs, et de moins 128 à moins 1, c'est-à-dire 128 valeurs pour les nombres négatifs. En fait, le 0 vous pose une espèce de dissymétrie un peu merdique, qui est que, grosso modo, en fait, si vous voulez vous limiter à 256 valeurs, il va falloir gratter d'un côté ou de l'autre. D'accord? Donc, en gros, sur n bits, eh bien, c'est simple. Donc, on représente les nombres entre moins 2 puissance n-1, d'accord, sans rien, et plus 2 puissance n-1 moins 1. D'accord? Alors, on va essayer de comprendre comment ça marche. D'accord? C'est la même chose que j'ai dit tout à l'heure. On a donc, si je fais l'espèce de liste, je pars de moins 2 puissance n-1 jusqu'à moins 1, d'accord? Tout ça, ça fait combien de nombres strictement négatifs?
2 puissance n-1. D'accord. Et ensuite, je vais de 0 jusqu'à 2 puissance n-1 moins 1. D'accord. Et tout ça, ça fait en fait aussi 2 puissance n-1 nombre positif ou nul. On est d'accord? 2 puissance n-1 nombre positif ou nul. Autrement dit, l'ensemble des nombres que je peux représenter sont de 2 puissance n, d'accord, puisque vous avez 2 fois 2 puissance n-1. D'accord, donc tout ça, ça fait bien 2 puissance n nombres différents. On est au clair là-dessus? Donc autrement dit, par exemple sur 8 bits, vous allez représenter les nombres de moins 128 à plus 127. On est au clair là-dessus? C'est bon? Je vous donne un exemple. Sur un octet, on va de moins 128 à plus 127. Et vous voyez que donc j'escompte qu'il n'y ait qu'un seul zéro. Parce que s'il y en a deux, il va falloir que je me batte un peu. Et maintenant, on va regarder comment ça se passe et c'est quoi la convention. Donc maintenant, on est parti. Si un nombre x appartient à 0, 2 puissance n moins 1, moins 1. Autrement dit, s'il fait partie des entiers positifs ou nuls, d'accord? Alors, il est représenté par son expression en binaire. Donc c'est exactement la même chose que pour les entiers signés. Alors on va regarder sur un exemple, d'accord? Donc par exemple, sur un octet, non je vais rendre sur un octet, je vais prendre sur un truc plus simple, sur 4 bits. Alors déjà sur 4 bits, on peut aller de combien à combien déjà? X doit appartenir à quoi? Alors, donc c'est de moins 2 puissance 3, c'est-à-dire moins 2 puissance 3, moins 8, d'accord, jusqu'à plus 7. On est clair là-dessus? Donc sur 4 bits, je ne peux représenter que des entiers signés entre moins 8 et plus 7. Vous êtes d'accord que ça fait bien 16 valeurs différentes? D'accord? Donc, par exemple, eh bien, je ne sais pas, je vais prendre un nombre entre moins 8 et plus 7, je ne sais pas. 3, ok. Par exemple 3, et bien en fait, 3, ça va être représenté par sa conversion en binaire sur 4 bits. Donc, 3, c'est pas très compliqué, c'est impair, et puis c'est 2 plus 1, donc voilà. On est d'accord là-dessus? Quel est le plus grand entier positif que je puisse représenter? C'est facile, c'est écrit. 7, d'accord? Donc ça c'est 3, je vais mettre comme ça. Et si je veux représenter 7, qu'est-ce que je vais avoir? Donc 7, en fait, c'est 1, plus 2, plus 4. Vous êtes d'accord avec ça? Donc c'est 1, plus 2, plus 4. Et un 0 ici. Et donc ça vous montre que les entiers positifs ou nuls, dans leur représentation, ils commencent forcément par un 0. Tout simplement parce que le premier entier en binaire qui commence par un 1 sur 4 bits, c'est 8. 8, vous n'y avez pas accès. On est d'accord? Donc ça, c'est un truc assez intéressant. Les nombres positifs ou nuls ont 0 comme bit de poids fort en représentation. Donc la représentation des entiers positifs ou nuls a 0 comme bit de poids fort. En gros, ce que ça vous raconte, c'est que 0 représenterait un espèce de plus, et qu'après, vous avez la valeur absolue. Donc ça correspond à l'espèce d'implémentation naïve qu'on avait essayé de faire tout à l'heure. Donc ça, c'était la partie facile. La partie difficile, c'est comment est-ce qu'on va faire pour représenter un nombre négatif. Et alors là, c'est pas extrêmement compliqué, en fait. Si x appartient à, donc, moins 2 puissance n, moins 1. D'accord? C'est-à-dire si... moins 2 puissance n, moins 1, moins 1. Donc, c'est-à-dire si mon nombre est strictement négatif, et bien en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la représentation d'un nombre qui serait
positif ou nul. Un truc que je comprends. D'accord? Et bon, en fait, je vais faire un truc très simple. Et pour que ça ne morde pas avec ça, vous voyez, en fait, si jamais, en fait, dans ce truc-là, je voulais représenter que des nombres positifs sur 4 bits. Vous voyez que là, je vais jusqu'à 7. Et dès que je vais commencer à mettre un 1 ici, en fait, ce sera la représentation naturelle de 8. Et je peux aller jusqu'à 15 comme ça. On est d'accord? Sachant que mes nombres, ici, en fait, vont de moins 8 jusqu'à moins 1. D'accord? Et donc, ce que je vais faire, vous voyez que moins 8, moins 1, si je décale tout ça de 16, je vais de 8 jusqu'à 15. On est d'accord? Quand je prends mes nombres négatifs, je les décale complètement et en fait, ça retombe sur des valeurs qui sont en fait forcément représentées avec un 1 au début. Donc en gros, décaler de 16 sur 4 bits, en fait, ça revient en toute généralité sur 2 puissance n à décaler ce truc-là de 2 puissance n. Donc en gros, si x appartient à ça, et bien en fait, on le représente par l'expression de 2 puissance n plus x en binaire. D'accord? Et petite remarque, histoire qu'on comprenne les choses, x, faites attention, est un nombre qui est négatif dans cette histoire. D'accord? En fait, 2 puissance n plus x va forcément être strictement plus petit que 2 puissance n. On est d'accord? Puisque x est strictement négatif. Même, on peut même faire ça, c'est inférieur ou égal à 2 puissance n moins 1. Et ça va forcément être plus grand que quoi? Alors, c'est plus grand que 2 puissance n moins 2 puissance n moins 1. D'accord? Et ce truc-là, en fait, ça vaut 2 puissance n moins 1. D'accord? Vous factorisez 2 puissance n moins 1 dans cette histoire, et vous vous retrouvez avec 2 moins 1 dans la parenthèse. C'est clair, ça, ce genre de manipulation? La base 2, c'est génial pour ça. Si vous faites 2 puissance n moins 2 puissance n moins 1, vous êtes d'accord que ça, c'est 2 puissance n moins 1, facteur de 2 moins 1? Ça, c'est très magique, ça. C'est la raison pour laquelle, quand vous faites 1 plus 1, ça fait 1, ça fait 0. Voilà. En gros, ça se passe plutôt bien. Et donc, ça fait 2 puissance n moins 1. D'accord? Donc, en gros... Et donc, quand vous regardez ça droit dans les yeux, ça vous montre qu'en fait, cette représentation a forcément 1 comme bit de poids fort. Puisque 2 puissance n moins 1, c'est le premier nombre, c'est le plus petit nombre à n chiffres. C'est celui qui commence par un 1. D'accord? Donc, cette représentation a forcément 1 comme bit de poids fort. Tout simplement, d'après les théorèmes que vous avez vus il y a 2 semaines, c'est-à-dire que grosso modo, votre nombre étant compris entre 2 puissance n moins 1 et 2 puissance n moins 1, faites gaffe, c'est pas les mêmes, d'accord? Et bien en fait, vous êtes compris entre le plus petit nombre à n chiffres, 1 avec plein de zéros, et le plus grand nombre à n chiffres, c'est-à-dire 2 puissance n moins 1. On est d'accord là-dessus? C'est bon? Voilà. On va faire un exemple pour voir comprenez comment ça se passe. Et on va surtout vérifier que ça se passe bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre moins 3. D'accord? Pour vérifier à la fin qu'on a bien résolu le problème de tout à l'heure. Autrement dit que moins 3 plus 3 fait bien 0. D'accord? Ça serait pas mal. Donc, je vais prendre un autre exemple. Moins 3 sur 4 bits. D'accord? Donc, première étape, on calcule quoi? Comme x vaut moins 3, d'accord, hein, on calcule 2 puissance n plus x. Ça vaut quoi? 2 puissance n, ça vaut combien? Ça vaut 16, d'accord, plus moins 3. Et ce truc-là, ça fait donc 13, d'accord, égal 13. Et maintenant, on représente 13 sur 4 bits, comme si c'était un nombre positif non signé. Donc 13 sur 4 bits, c'est pas très compliqué. 13, je vous rappelle que c'est 8,
plus 5, d'accord? Et que 5, c'est 4 plus 1. On est d'accord? C'est bon? Donc 8 plus 4 plus 0 plus 1. Ceci est la représentation de moins 3 sur 4 bits. Le moins apparaît ici. En fait, vous détectez que c'est un nombre négatif parce que le bit de point fort vaut 1. Et derrière, en fait, vous avez la représentation, mais pas de 3 en fait. C'est la représentation de quoi ça en fait? En valeur absolue, ça vaut quoi ça? Ça vaut 5. Ça vaut 5 ça. 3, ce serait ça. D'accord. C'est 4 plus 0 plus 1. Ça vaut 5. On est d'accord là-dessus? Bon, on va vérifier. Vérifions. Si je fais donc 0, 0, 1, 1, c'est-à-dire 3, plus 1, 1, 0, 1, c'est-à-dire moins 3, je vais le réécrire d'abord. Est-ce qu'on a résolu le problème ou est-ce qu'en fait j'ai juste fait une représentation bizarre juste pour le plaisir? On est parti. Donc 3, je vous rappelle que c'est 0, 0, 1, 1. On est d'accord que ça c'est 3? C'est 2 plus 1. Ça c'est 3. Et moins 3, c'est ce que je viens de trouver à l'instant, c'est-à-dire 1, 1, 0, 1. D'accord? Si je fais la somme des deux, 1 plus 1, 0, je retiens 1. 1 plus 1, 0, je retiens 1. 1 plus 1, 0, je retiens 1. 1 plus 1, 0, déplacement mémoire, terminé en bas. En fait, on utilise le déplacement mémoire. Tada! Ah bah oui. Sinon, c'est pas possible. Parce que vous sommez deux nombres positifs. Si vous êtes un tout petit peu mathématicien et mathématicienne, vous savez que la somme de nombres positifs, ça tombe rarement sur 0 quand même. Ça fait partie des trucs un peu compliqués. Mais avec un dépassement mémoire, grosso modo avec un modulo en fait. C'est à ça que ça revient. D'accord? Avec un modulo, proche. Hop là, la retenue, là, ouais, allez, dégage, voilà. Laisse ta bien. Je t'écoute, Yes. J'ai pas compris, par exemple, quand on a cette représentation, 1, 1, 0, 1 sur 4 bits, Ouais. comment on sait on a affaire à quel nombre? Eh bien en fait, il s'avère que tu ne sais pas. Donc ça, c'est vraiment un truc, je l'ai dit à plusieurs reprises et je vous le répète là pour le coup. La question d'Elias, c'est comment on fait pour savoir si ça, c'est moins 3 ou c'est 13, en fait. Et bien en fait, on ne le sait pas. Il faut que quand vous stockez la valeur de ça, vous devez retenir ce que vous avez stocké. Est-ce que vous avez stocké un nombre signé ou est-ce que vous avez stocké un nombre non signé? Si vous vous gourez dans cette information-là, votre ordinateur va se gourer. Ça, c'est un truc hyper important. Il n'existe pas de sens a priori des octets. Si tu vois ça, tu ne peux pas savoir si c'est un nombre signé, un nombre non signé, un bout d'un autre truc qui n'a rien à voir avec ça. Tu n'en as aucune idée. C'est en fonction de ce qu'on fait. Et donc, on doit le retenir avant, en disant, là, à telle adresse mémoire, sur tant de bits, j'ai stocké un truc de tel type. Voilà. Je t'écoute. Vas-y. Par exemple, on a le téléphone, on a l'ordinateur et sur le net, etc. Mais on ne connaît pas, genre, par exemple, le numéro de, je sais pas, Factuellement, non. Néanmoins, alors, en général, il faut bien comprendre que les logiciels que vous utilisez, vous, ont des quantités de surcouches logicielles assez énormes. C'est assez rare que quand tu utilises ton agenda, ce soit directement une communication avec le langage machine, quand même. Mais à un moment donné, il se passe ça. Python en particulier, par exemple, il fait une représentation de base sur 8 bits. Ne te casse pas le bras, je t'ai vu, t'inquiète pas. Python fait une représentation de base sur 8 bits non signés. Donc, quand tu ouvres Python, il stocke en mémoire tous les nombres entre 0 et 127. Voilà. Et donc, signé, pardon. Donc, entre moins 128 et 127. C'est-à-dire que quand tu écris A égale 2, il ne crée pas une nouvelle variable. Il dit A pointe le nombre que je connais, qui est 2, il est là-dedans. Dès que tu dépasses ça, il va stocker d'autres trucs. Et en particulier, Python a des types. Il a des types grands nombres, par exemple. Quand tu dépasses 32 bits sous Python, enfin plus maintenant parce que c'est 64 bits, mais avant, quand tu dépassais à 32 bits sous Python, c'est-à-dire 4 milliards, lui, il faisait un tableau de nombres. Et ensuite, il refait sa tambouille derrière. Donc lui, il est censé, le programme que tu utilises, lui, il est censé creuser en fonction des surcouches logicielles jusqu'à ce qu'il soit capable de causer avec la machine. Et c'est rarement direct. La probabilité que ton agenda sur ton téléphone communique directement avec le processeur, pour moi, est assez faible. Je ne sais pas comment c'est foutu, donc j'en sais rien, pour moi, c'est faible. Ouais. Je comprends pas, c'est comment on
dit à l'ordinateur que c'est signé? Comment on dit à l'ordinateur? Bah, en fait, c'est quand tu ouvres un programme, le programme, en fait, il y a des instructions dans le programme. Ces instructions, en fait, disent, voilà, va chercher telle donnée ici, va chercher telle donnée ici. Mais donc, C'est ça que tu stockes dans un fichier, en fait. c'est ça, d'accord, mais comment les instructions lui disent? Eh ben, elles sont aussi stockées en binaire, avec une autre façon de faire le truc. Enfin, ouais. C'est ça ma question, c'est qu'il y a un... Non, il y a à un moment donné, il y a des trucs de base, des trucs systématiques dans ce qu'on appelle l'entête d'un fichier. Donc quand on ouvre un fichier, par exemple, typiquement un fichier Word, Word sait qu'il doit chercher dans les n premiers bits du truc les informations qui l'intéressent, qui sont toujours au même endroit. Ensuite, une fois que ces informations sont là, il va pouvoir reprendre ces informations et aller bosser sur la suite. Si on vient au langage le plus basique, tout début, comment Ah bah, on lui a dit que lui c'était négatif? Ah bah il ne sait pas, lui. Le processeur, il traite des données, il traite que les additions, lui. Lui, c'est pas ce qui se passe. C'est pour ça que tu as des programmes pour ouvrir, c'est pour ça que tu as des logiciels pour ouvrir des fichiers. C'est des logiciels qui font le job de la conversion de langue entre un truc machin, et lui il envoie des floppés de 0 et de 1 au processeur, le processeur lui renvoie des floppés de 0 et de 1, et le programme fait à la fois un truc d'envoi et un truc de retraduction dans l'autre sens. Donc en grosso modo, quand Word a décidé de t'afficher le texte que tu as gentiment enregistré la fois d'avant, d'accord, et ben en fait, il a une en-tête longue comme le bras, c'est pour ça dire qu'un fichier Word, même vide, c'est très lourd. Tu vois, vous prenez un fichier Word, vous l'enregistrez. C'est super lourd, alors qu'il n'y a rien dedans en fait. D'accord ? Un fichier texte, par exemple, vous prenez le bloc-notes standard de votre Windows, ça, c'est vraiment du brut, il n'y a rien, il n'y a pas d'entête. Il sait que quand il l'ouvre, il connaît l'adresse mémoire, et il sait qu'il doit commencer à lire les trucs comme des caractères. C'est-à-dire que pour lui, quand il va tomber par exemple sur 86, il va dire « Ah, ça, c'est la lettre qui est codée par un nombre 86 ». Il sait que c'est pas le nombre 86. Maintenant, tu peux commencer à faire des gags, c'est tu prends un fichier Word, et tu l'ouvres avec le bloc-notes. Et ils vont faire exactement ce pourquoi ils sont programmés pour. Il va commencer à lire l'entête comme une brute. Il va rien se passer parce que c'est dégueulasse, parce qu'il n'y a rien qui tombe juste, parce que les octets ne sont pas coupés aux bons endroits. D'accord ? Et ça, c'est ce qui se passe quand vous changez de logiciel. Si tu essaies d'ouvrir un fichier PDF avec Word, tu as en général un truc complètement cabalistique, parce que lui, il lit ça comme un débile, sauf que factuellement, il ne va jamais tomber aux bons endroits. Les débuts de ses instructions sont pas... Parce que l'entête d'un fichier PDF, c'est pas la même que l'entête d'un fichier Word. C'est pas la même. Voilà, terminé, au revoir. Donc, il y a des endroits où ça se passe bien, typiquement les images, parce qu'en fait, la nature de l'image est donnée au deuxième octet. Donc, en gros, un logiciel de dessin ouvre le truc, fait « Ok, ça c'est un JPEG, je sais faire ». Donc, il va aller chercher l'entête d'un JPEG, il va faire tout le truc, etc., etc. Vous prenez un JPEG standard, ou un BMP standard plus exactement, c'est un truc où il n'y a pas de compression. 90%, si vous avez une image qui est petite, 90% du fichier, c'est l'entête. C'est le truc qui vous explique comment ça marche. Et à la fin, vous avez les 4 pixels qui se baladent dans votre image à la con, qui sont là, ok, c'est cool, on est là. Non, c'est très compliqué, en fait, c'est compliqué, en fait, en soi. C'est juste du standardisé, et en fait, juste, vous ouvrez le truc, en fait, en gros, c'est comme vous... En fait, la question que tu poses, c'est quand j'ouvre un livre, comment je sais dans quelle langue elle est écrite? Ben, c'est pas très compliqué, tu sais pas. Donc, bien sûr, toi, comme tu es un être humain, tu ouvres un livre, s'il est, j'en sais rien, mais en khmer, bah, au bout d'un certain temps, tu vas faire « Putain, je comprends rien à ce que je lis quand même. » C'est un peu intéressant. Voilà. Donc, tu vas t'arrêter. Bah, une machine ne fait pas ça. Une machine, tu lui dis « Lis ça. » Et si c'est du khmer et puis qu'elle croit que c'est du français, elle va le lire comme ça. Comme une débile. Et puis elle va faire « Bah, je comprends pas ce caractère. Je reconnais pas la lettre. » Bah non, forcément, c'est pas l'alphabet. Voilà. Etc. etc. D'accord? C'est tout. Donc, tu es censé savoir a priori comment ça se passe. C'est la même chose que quand tu lis un livre. Si tu lis un livre dans un alphabet que tu connais pas, bah... Il y a une paquet de couches en fait qu'on ne voit pas. Ah oui, il y a un gros... Nous et lui. Ah, il y a un gros paquet de couches, oui. Ça, c'est clair. Ça met du temps, hein. Ah oui, ça s'appelle développer des logiciels. Enfin, développer des logiciels pour ça. D'accord? Je termine là-dessus parce que on n'est pas rendu, d'accord, dans cette histoire. Voilà. Alors, on va faire quelques exemples pour que vous compreniez ce truc-là. Et surtout, c'est des trucs importants. Alors, j'y arrivé. Exemple sur un octet, parce que c'est factuellement le truc le plus difficile à comprendre. On va surtout regarder les extrêmes, d'accord? Alors, comment est représenté 0? 0, c'est pas dur, c'est que des zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà 0. Quel est le plus grand entier positif que vous puissiez représenter? Non, vous êtes signé. Donc ça sera le plus grand entier signé. C'est 127. On est d'accord?
Donc là, c'est hyper facile parce que c'est comme un truc positif. Donc en fait, vous allez avoir un 0 ici puisqu'il est positif. D'accord? Et ensuite, vous avez que des 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà 127. D'accord? Et vous voyez que la représentation de 127, c'est la même que vous soyez sur un octet signé ou sur un octet non signé. Là où ça change, c'est la chose suivante. Alors, 128, ça n'existe pas. On est d'accord? Donc en fait, je vais essayer de représenter moins 128, qui est le plus petit entier négatif que vous puissiez représenter. D'accord? Moins 128, c'est représenté par quoi, si vous avez pigé? Vous voyez que x est négatif, donc vous faites 2 puissance n plus ce nombre-là. Donc effectivement, c'est 256, puisque c'est 2 puissance 8, plus moins 128, et donc ça va donner en fait... Ouais, 128, d'accord? Ça en fait, c'est représenté par 256 moins 128, c'est-à-dire 128. Et donc ça c'est un truc assez intéressant. C'est quoi la représentation de 128 sur un octet? C'est 1 avec que des zéros derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, de la même façon que quand vous avez un entier non signé, le suivant du plus grand, c'est 0. Et bien en fait, ici, le nombre suivant du plus grand, c'est moins 128. C'est-à-dire que ça, si vous arrivez à 127 et que vous rajoutez 1, vous tombez à moins 128. Qu'est-ce qui se passe si vous rajoutez 1? Vous allez tomber sur quel nombre? Non, moins 127. D'accord? 1 avec un 1 ici, qui sera en fait la représentation de 129. C'est-à-dire bien de 256 moins 127. Et si vous continuez comme ça, vous finissez par tomber sur moins 1 qui est représenté comment? En fait, que des 1, parce qu'effectivement, moins 1 est représenté par 256 moins 1, c'est-à-dire 255. Vous avez que des 1. 2, 3, 4, je fais n'importe quoi entre les barres et les trucs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Monsieur, il écrit quoi sous moins 128? Représenté par 256 moins 128. C'est la règle de base. Qui vaut moins 128. Donc en fait, vous avez encore une fois un truc cyclique. Par ailleurs, si vous faites moins 1 plus 1, ça vous donne bien 0. Parce que vous voyez que tac, 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 il y a des trucs qui basculent, etc., etc. Je suis désolé, je vous garde encore 2 minutes. Parce que j'ai pas fini à cause des questions. Voilà, mais ça c'est bien, c'est pas grave. Donc... Ah non, vous avez... Non, vous avez cantine là, on est d'accord? Oui. Parfait. Mais après, je m'arrangerai avec moi-même. Cette représentation s'appelle représentation en complément à 2. D'accord? Alors, la raison de ça, c'est qu'en fait, pour trouver la représentation, il y a une espèce d'astuce qui consiste en 2 étapes. D'accord? Et c'est pour ça qu'on appelle ça complément A2, parce qu'en fait, il y a 2 étapes. D'accord? Donc l'idée est la chose suivante. Pour trouver la représentation, alors on fait ça sur un exemple, je vais faire ça pareil sur 4 bits, d'accord? Donc exemple, moins 3 sur 4 bits. D'accord? Donc première étape, donc on part, donc petit 1, on part de la valeur absolue. Donc ici, ça va être 3. Donc c'est quoi la représentation de 3 sur... Donc effectivement, non, pas 1, 1. C'est ça, 0, 0, 1, 1. D'accord? Donc, première étape, on fait ce qu'on appelle le complément à 1. C'est-à-dire, en fait, on inverse, on permute tous les bits, d'accord? Donc on remplace tous les 1 par des 0 et tous les 0 par des 1. D'accord? Donc on fait un truc comme ça, qui s'appelle le complément à 1. Donc, voilà. Qui est, on inverse tous les bits. Donc en gros, ici, ça va me donner quoi? Ça va me donner effectivement un truc un peu étrange, qui consiste à dire que c'est 1, 1, 0, 0.
qui n'est toujours pas la représentation de moins 3. Et en fait, le complément à 2 consiste simplement à ajouter 1. Voilà. Donc ensuite, on fait le complément à 2, qui veut dire on ajoute 1. Et donc on trouve 1, 1, 0, 1, qui est bien la représentation de moins 3 qu'on a trouvé tout à l'heure. D'accord. Alors les plus motivés d'entre vous ont le droit de se poser des questions pour les vacances sur pourquoi ça marche. Autrement dit, mathématiquement, à quoi correspond l'opération? On inverse tous les bits. D'accord. Ce qui n'est pas évident. Oui. Pour trouver la représentation. Donc c'est une des méthodes. Moi je l'aime pas trop, moi je préfère revenir à la définition. Mais ça c'est la méthode des geeks. Voilà. Le complément à 2. Alors je vais le faire autrement. Je vous interdis d'utiliser cette méthode-là tant que vous ne comprenez pas pourquoi elle marche.